3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Taïeb est avec nous, analyste et gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Geoffroy Lenoir nous accompagne également, le co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Grégoire. Et Patrice Gautry avec nous, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonsoir Patrice. Bonsoir Grégoire. J'ai envie de commencer avec vous Patrice, l'économiste, et le regard de l'économiste sur la situation de marché. On entre dans la 3e saison, la 3e année du bull market. Si on prend comme référence le point bas d'octobre 2022, qui a été un point bas majeur pour les grands indices développés américains et européens. 2 ans après, on se retrouve avec un S&P 500, je crois, qui a dû prendre plus de 60% en 2 ans. On voit un 10 ans américain, là, qui est autour de 4,15%. On voit des indices de volatilité assez divergents, avec une volatilité des marchés actions, somme toute modérée, quand la volatilité des marchés obligataires reste quand même à des niveaux très élevés. On a également, j'allais dire, l'outlier de l'année, c'est-à-dire l'once d'or, qui progresse de plus de 30%, avec néanmoins des performances sur les marchés actions qui sont tout à fait honorables. On doit être entre plus 15 et plus 20% pour des grands indices d'actions mondiales aujourd'hui. Que reflète cette situation et qu'est-ce qu'elle nous dit des enjeux devant nous pour cette 3e année de bull market, Patrice? Alors de la part des investisseurs, on voit que l'appétit au risque reste fort, même s'il y a des couvertures, avec ce que vous avez dit effectivement sur l'or, qui joue un petit peu comme couverture, beaucoup plus peut-être que les obligations gouvernementales par rapport à la hausse des actions. Et tout ceci est alimenté par le fait que les États-Unis n'arrivent pas à rentrer en récession. Ils ont essayé, mais ils n'y arrivent pas. Par chance, l'emploi est là. Je sais si on en a parlé et si beaucoup a été fait pour essayer de calmer la machine. La Fed, il y a l'assurance tout risque de M. Powell, en disant si jamais il arrive quelque chose du côté du marché de l'emploi, on va être là et on va baisser très très fort. Et puis, la bonne surprise, c'est que malgré les tensions donc, dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient, on a un prix du pétrole qui a plutôt été un facteur de désinflation accélérée. On l'a vu au Royaume-Uni, on l'a vu avec la zone euro, ce qui permet d'ouvrir en fait encore un peu plus le scénario de baisse généralisée des taux d'intérêt directeurs. Et on voit qu'on cherche en fait des opportunités. Et si la Banque centrale européenne baissait de 50 points de base, prenait un peu des initiatives, etc. Donc on voit bien que dans cet environnement, on surfe un peu sur les lignes de fracture, sur la fragmentation, parce que derrière, dès qu'on descend un petit peu l'analyse, et notamment en matière économique, on voit bien que tout n'est pas aussi rose et que ce n'est pas le Goldilocks scénario, effectivement, global. Mais en surface, ça fonctionne, et tant que ça fonctionne, eh bien, les investisseurs ont raison, effectivement, de prendre du risque et d'aller chercher dans les actions, eh bien, en fait, la croissance des bénéfices. Là, on voit bien qu'on est peut-être sur la queue de la comète, il y a encore des bonnes surprises. Il y a eu aussi, je le note, du côté européen, quelques mauvaises surprises. Oui. Donc, il y a un peu de poil à gratter, je dirais, du côté de la saison des bénéfices, mais on va voir, elle ne fait que commencer. Que reflète cet équilibre de marché pour vous, Alexandre, et est-ce que les grands paramètres justifient encore de la prise de risque, effectivement, d'être constructif encore sur la performance d'actifs risqués, que ce soit le crédit, que ce soit les marchés d'actions? Alors, tant qu'on a cet équilibre aux États-Unis où la Fed est là en dernier ressort, si la croissance ne va pas bien, parce qu'elle est passée d'un mandat inflation-croissance à un mandat quasiment que croissance aujourd'hui, on est assez à l'aise du fait de rester sur les actions américaines. Sur les actions européennes, comme ça a été très bien dit, on attend un peu cette prise d'initiative de la BCE, parce que là, on sent qu'il y a une dimension un peu plus urgente au niveau de la croissance. L'Allemagne est en croissance négative depuis 2 trimestres, donc on s'attend à un soutien, j'allais dire, quel qu'il soit, budgétaire. Je ne l'attends pas vraiment parce qu'il y a quand même des règles à respecter. En revanche, d'un point de vue monétaire, peut-être que Christine Lagarde pourrait pousser un petit peu plus loin. Donc ça, on l'attend aujourd'hui. On a plutôt une préférence pour les actions US. Un marché qui est encore aujourd'hui au plus haut et qui continue de casser ses plus hauts. Donc ça, pour l'instant, on change pas tellement notre fusil d'épaule là-dessus. Sur le crédit, c'est assez intéressant. Alors effectivement, on fait du portage parce que le rendement est encore assez intéressant aujourd'hui. Et surtout, ce qu'on va avoir, c'est avec les baisses de taux, probablement une baisse de rémunération du monétaire, sur lequel il y a quand même énormément d'encours aujourd'hui. Et donc on pense qu'une partie de ce monétaire ne va pas se transférer sur les actions, mais plutôt sur le crédit, et en particulier le crédit court. Donc ça, on a plutôt tendance à en profiter. Donc voilà, ces 2 positionnements, une patte obligataire et une patte action plutôt US, encore une fois, ça nous paraît plutôt cohérent aujourd'hui. Mais on n'a pas envie de quitter ces expositions. On n'a pas envie de prendre trop de profit aujourd'hui par rapport à ces expositions crédit et ou actions. Alors non, sur le crédit, non. Sur les actions, on peut être un petit peu plus prudent, mais plutôt en mettant des couvertures plus qu'en prenant du profit purement et simplement.
Il suffit de regarder le MSCI World. Aujourd'hui, il est quand même drivé par... entre autres les 7 magnifiques, mais c'est 20% du MSCI World, ce qui en fait un indice quasiment Les US, c'est quoi? C'est les 2/3 du MSCI World et, dans les les 7 magnifiques représentent 20% du MSCI World au total, oui, absolument. Donc ça, tant que les publications de ces entreprises-là sont bonnes, on verra la suite cette semaine et les semaines on le saura suivantes. dans les prochains jours, a priori. Voilà, ça devrait continuer de tenir. Donc non, on ne se désengage pas tellement des actions. On prend un petit peu de profit, mais c'est très à la marge. Sur la BCE, là, comment vous caractérisez? C'est quoi l'idée d'une BCE qui prendrait des initiatives au-delà de ce qu'on attend déjà d'elle aujourd'hui, c'est-à-dire continuer de baisser les taux, sans doute à chaque meeting, de 25 points de base? Ça peut aller plus vite, plus fort. Plus la politique budgétaire sera restrictive, ou en tout cas sera moins accommodante, plus la pression des marchés sera forte sur la BCE pour qu'elle prenne à sa charge, j'allais dire, ce que la politique budgétaire ne peut plus faire. Moi, c'est pas tellement des attentes de mesures, c'est plutôt des attentes de positionnement et de discours. D'accord. Je trouve que Christine Lagarde est extrêmement prudente sur la partie inflation. Alors ça peut se justifier. On a parlé du prix du pétrole qui reste relativement bas malgré les tensions géopolitiques. Et je pense que le marché est assez complaisant avec ça. Donc effectivement, il y a peut-être un danger là-dessus, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui. Donc elle devrait donner des perspectives peut-être plus intéressantes sur le problème de l'inflation. Au moins pour l'instant, il est à peu près réglé. On a quand même 11 des 20 de la zone euro qui sont en dessous de 2%. L'inflation cœur, elle reste encore un petit peu élevée. Elle est au-dessus de l'objectif de la Banque centrale, mais elle est quand même sur une tendance baissière. Donc elle a l'amplitude pour faire plus, pour faire une baisse de 50 points de base. La Fed l'a fait, la BCE peut le faire. Bon, Geoffroy, vos commentaires sur ce qui a été dit, et puisqu'on parle de l'Europe, de la BCE et des marchés, là aussi, est-ce que les marchés ont envie de voir la BCE en faire plus que ce qui est signalé jusqu'à présent? Et est-ce que c'est quelque chose de possible à horizon de quelques mois? Alors je partage ce qui a été dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde la Banque Centrale Européenne et les anticipations de marché, on a des taux neutres qui doivent atterrir vers la zone des 1,75. On est même en dessous des 2. C'est vrai on reste assez convaincu que le CE central, ça reste les 2, et que le marché a tendance à surréagir un peu au-dessus, un peu en dessous. Là, le marché, pour nous, anticipe quand même pas mal de baisses de taux assez vite déjà. Donc c'est vrai qu'anticiper plus que ce qu'il y a dans le marché aujourd'hui, ça nous paraît être un petit peu difficile. C'est vrai qu'il y a des attentes côté Europe qui sont plus importantes que côté États-Unis. On voit bien que la croissance, il y a des risques d'essoufflement, même si le momentum, je rappelle qu'on est sur un momentum positif. On a une croissance en Europe attendue cette année à 0,7, 1,3 l'année prochaine. Donc le momentum est bon. Aux États-Unis, c'est l'inverse. On a 2,5 autour et on pourrait atterrir vers les 1,6, 1,7. Donc c'est vrai que le momentum est bon, mais on a l'impression qu'il y a un peu d'essoufflement. Donc il y a besoin de remettre de l'huile dans la machine. Et c'est vrai que pour ça, on a besoin d'avoir une BCE qui est assez proactive, assez sûre d'elle sur la trajectoire des taux directeurs. Et le marché a déjà, lui, anticipé l'idée que la BCE ira peut-être même un peu en dessous du taux neutre, pour dire les choses. Oui, là, aujourd'hui, c'est anticipé dans le marché. C'est ce que voit le marché. On est sur les 1,75, ça remonte un peu si on regarde si on tire le trait sur 2025. Donc c'est vrai que les anticipations sont bien ancrées. Et c'est vrai qu'on voit aussi que niveau inflation, il n'y a plus vraiment de sujet. L'inflation, elle est revenue sous les 2% en moyenne en zone euro, et on devrait y rester pendant un petit moment. Aux États-Unis, c'est différent. L'inflation, elle reste au-dessus des 2%, et on n'a pas encore atteint la cible de la Réserve fédérale américaine. Donc il y a une petite divergence. Maintenant, on s'attend quand même à ce que finalement les banques centrales, en termes de mouvement de baisse de taux, soient assez synchronisées. On a du mal à voir tout d'un coup la BCE aller plus vite que la Fed, ou la Fed aller plus vite que la BCE dans le contexte actuel, même si, encore une fois, on n'est pas du tout sur le même rythme. Ça serait assez logique d'avoir un pas, une baisse de taux de la BCE à chaque meeting, et côté Réserve fédérale américaine, on peut avoir ce cycle de baisse de taux qui continue vers un taux neutre à peu près vers la zone des 3% à mi-2025. Ça peut continuer de manière synchrone avec, comme vous dites, un taux d'atterrissage à 3 pour la Fed et 2 autour pour la Banque centrale européenne. Ça, c'est le scénario central. Mais chacune des banques centrales trouverait des raisons, des motivations et des arguments pour justifier ces prochains mouvements. Oui, tout à fait. Dans le scénario central, alors comme d'habitude, c'est les États-Unis qui vont l'idée, on va dire le moteur de la croissance mondiale, avec des chiffres de croissance à 2,5 cette année.
Même c'est-à-dire qu'on se demande si on ne va pas les réviser à la hausse, tellement les données sont bonnes, que ce soit sur le front de l'emploi ou de la consommation. On se dit que la Réserve fédérale va baisser parce que il y a quand même cette tendance qui est là de fond, mais qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément très très vite et d'aller très rapidement sur les 3%. Mais le scénario central d'atterrissage en douceur de l'économie, il nous donne ça comme résultat. Et si tout d'un coup il y a un accro, il y a un petit grain de sable dans la machine, accélérer. On sait que la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine, elle est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte que celle de la BCE. Et vous, le risque principal par rapport à ce scénario central, c'est plutôt d'avoir des banques centrales menées par la Fed qui accéléreraient le rythme des baisses de taux ? Ou c'est un risque équilibré de part et d'autre Le risque est assez équilibré. À court terme, comme je le disais, on a plutôt tendance à se dire que là, le marché il est allé un peu loin, qui anticipe un peu trop de baisse de taux. Donc, on va peut-être revenir sur un taux neutre à l'atterrissage de la BCE à 2%. Maintenant, le besoin d'accélération, il se ferait sentir si vraiment on change de scénario et qu'on arrive sur le fameux hard landing qu'on attend. Oui, comme disait Patrice, on a tout essayé. Mais les États-Unis ont tout essayé, mais ça ne marche pas. Faible aujourd'hui. Ouais. Comment vous regardez la balance des risques des deux côtés de l'Atlantique ? François Villeroy-de-Galhau, après la dernière réunion de politique monétaire de la BCE, a été très clair en disant aujourd'hui, je considère, moi, gouverneur de la Banque de France, que les risques de rater la cible d'inflation à la baisse sont aussi importants que les risques de rater la cible d'inflation à la hausse. Est-ce que la balance des risques aux États-Unis pour la Fed est aussi équilibrée que ce que nous dit François Villeroy-de-Galhau pour la Banque Centrale Européenne, Patrice ? Alors, plusieurs idées. Le premier, la Banque centrale a toujours raté son indice de target, puisque grosso modo l'inflation est au-dessus ou en dessous, et elle est très au-dessus ou très en dessous. Alors en moyenne ça peut faire un 2 quelque chose, mais effectivement il faut vraiment faire la moyenne de long terme. Donc en dehors de ça, ce qui est important c'est effectivement, je pense que les banques centrales effectivement là saluent le fait que l'inflation s'approche, notamment pour la Fed américaine, de leur cible. Et on est entré, notamment du côté de la Fed américaine, plutôt dans ce que j'appellerais du risk management. Je gère le risque. Et aujourd'hui, je ferai, en fait, je dirais, du raffinement dans la politique monétaire, puisque, on l'a vu, le risque le plus important, c'est pas aujourd'hui, pour les 6 prochains mois, ça n'est pas effectivement l'inflation, mais ce serait une activité qui s'effondre parce qu'il y a le secteur immobilier qui est encore plutôt très très mal orienté et dont les premières baisses de taux n'a pas encore été effectivement un phénomène positif. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement cette bascule des risques. Et là, on est entré dans une phase de gestion des risques. Et puis, les élections américaines, effectivement, l'ombre est là. Et on ne sait pas du tout dans quel régime fiscal on va se situer une fois que la nouvelle équipe sera en place. Donc là, peut-être qu'aussi la Fed se donne des marges de manœuvre. Et ça a été dit, effectivement, le prix des services reste encore un petit peu élevé. Et on a vu qu'il y avait différents contributeurs. Ce n'est pas nécessairement le loyer. Ça peut être l'assurance, ça peut être la santé. Et en fait, chaque mois, il y a un contributeur qui dérape un peu. Donc on a l'image que effectivement, ça va mettre du temps à atteindre 2,5 ou à revenir même à 2,5. Et puis, si j'étais un peu embêtant, eh bien, je dirais, faites attention parce que le risque, peut-être dans les pays de la zone euro, et notamment en France, quand on a une activité, ou en Allemagne, quand on a une activité qui s'écrase, les prix des biens risquent effectivement de suivre. Par contre, quand on a une économie qui résiste, eh bien, les prix des services, où on voit bien que là, il y a une demande structurelle, eh bien, risquent, eux, de ne pas baisser du tout. Et donc, on peut faire un point bas quelque part, avec des effets de base gentils, sympathiques, au cours du premier semestre 2025. Et puis, le deuxième semestre 2025 et l'horizon 2026 nous ramènent du 2,5++. Et là, effectivement, les banques centrales seraient un petit peu prises en défaut. On en est déjà à imaginer, je ne sais pas, un cycle de baisse de taux avec des pauses, du stop and go, voire, je ne sais pas, à un moment, un mouvement de remontée ou de resserrement de la politique monétaire à horizon 12 mois, je ne sais pas. On a beaucoup parlé vendredi ou jeudi dans l'émission de la Banque centrale du Brésil. Alors oui, dans une sphère différente, la sphère émergente. Mais dans ce cycle, en tout cas, la Banque centrale du Brésil a été assez visionnaire. Elle a bien vu quand est-ce qu'il fallait commencer à baisser les taux. Elle a bien vu quand est-ce qu'il fallait commencer à remonter les taux. Tout ça, donc, en anticipation de ce que la Fed allait faire. Le dernier mouvement de la Banque du Brésil en septembre, après toute une série de baisses de taux, ça a été de remonter d'un cran le taux Selic directeur.
Oui, tout à fait. Mais Ça arrive, quoi. C'est pour ça qu'en fait, dans le scénario, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la meilleure période, c'est en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on a cette fenêtre de désinflation. Tant que les prix de l'énergie, effectivement, ne reviennent pas dans la figure des pays européens et asiatiques, puisque c'est eux qui sont assez dépendants des exportations du Moyen-Orient et des prix de l'énergie. Donc on a une fenêtre d'opportunité avec une activité qui est résistante, ça c'est le côté américain, ou au contraire très faible. Et donc là, il y a une fenêtre, je dirais une fenêtre d'opportunité. Mais cette fenêtre d'opportunité, quand on regarde l'évolution des prix, par les effets de base, ne serait-ce que cela, eh bien en fait... elle a une fin. Elle a une fin et on la voit déjà, puisqu'en fait, dans les indicateurs PMI qui sont publiés régulièrement, et on va avoir une nouvelle livraison cette semaine, eh bien on voit que la déflation, là j'insiste, déflation des prix des biens manufacturés a déjà pris fin. Donc on a une contribution positive de ce qui était avant négatif. Ça nous amène à dire un mot de la Chine, Alexandre. Est-ce que le plan de soutien ou relance chinois, ça fait déjà quasiment un mois que les mesures s'accumulent, qu'on a une stratégie d'annonce au compte-gouttes, est-ce que ça veut dire que la Chine exportera moins de déflation demain, voire deviendrait peut-être un contributeur positif aux pressions inflationnistes mondiales ? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ça fait quoi ? Un an peut-être maintenant que les prix baissent en Chine ? Oui. C'est ça. Effectivement, alors le compte-gouttes c'est un petit peu accéléré. Les gouttes sont plus rapprochées. Ouais. On a eu fin septembre une relance monétaire qui est somme toute assez classique par rapport à ce qu'on a vu précédemment, même s'ils ont appuyé un peu plus avec cette mesure phare qui est de faire baisser les taux hypothécaires existants de 50 points de base. Ceci pour relancer la consommation parce que les prêts coûtent moins cher, etc. Mais globalement, on était assez déçus à la première lecture de ce plan. Bon, derrière, superbe rallye de 30% sur le marché chinois au global et plus de 50% sur les valeurs de tech. Puis deuxième salve avec la conférence de presse du ministre des Finances, mais qui nous annonce des choses très spécifiques, très locales. Qui nous a annoncé par exemple l'augmentation du nombre de bourses et l'augmentation de leur montant. Pour les étudiants ? Oui, pour les étudiants. Oui, d'accord. Bourses étudiantes. On a également un montant. Ciblage. Alors, on a aussi l'émission d'obligations spéciales pour acheter là aussi de l'immobilier, que les collectivités locales achètent de l'immobilier et le rénovent. Donc, ça, vraiment, faut tirer par les cheveux, mais ça peut effectivement intéresser le secteur de la construction, de la rénovation, éventuellement des minières en Europe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se mettre sur un secteur en Europe, jouer un secteur en Europe, grâce à ce plan de relance en Chine. Absolument pas. Notamment un secteur lié à la consommation. Absolument, spécifiquement. D'autant plus. Voilà, on peut le nommer. Oui. Si on joue le luxe par Je crois que le marché l'a assez vite compris. Voilà, je crois que les cours de bourse du secteur du luxe sont assez vite revenus à ce qui prévalait avant les premières annonces chinoises. Parce qu'en plus, le ministre des Finances a quand même dit quelque chose qui, visiblement, a marqué le marché. C'est que la trajectoire du déficit en Chine n'est pas bonne et qu'il comptait remédier à ça. Donc, c'est pas en baissant les dépenses, visiblement. C'est pas en s'attaquant aux ménages les plus pauvres, mais c'est plutôt, probablement, en s'attaquant aux ménages les plus riches. Donc, effectivement, on a pour l'instant une espèce de déception qui fait qu'aujourd'hui, on pense que la Chine est toujours, alors on va peut-être pas dire ininvestissable, mais extrêmement risquée. On n'a pas de preuve que les réglementations à outrance sur tel ou tel secteur vont s'arrêter. Je crois que le secteur de la santé est encore dans le giron des pouvoirs en place. Donc voilà, globalement, l'Europe n'a pas eu le relais de croissance qu'elle attendait, parce que c'était ça. On s'est dit, ça l'effet tient d'entraînement, de zéro, oui. La Chine va relancer, ça va aller mieux. Pas du tout, ni sur l'auto, ni sur le luxe, ni sur la conso en général. Et encore une fois, la construction, les minières, c'est très très loin. Ouais, je comprends. Donc toutes les anticipations qu'on a vues jusqu'à présent sont encore un peu hasardeuses. Oui, il va falloir attendre le congrès du parti, qui est probablement prévu pour la fin octobre, ça peut être début novembre. Ils vont peut-être attendre en fait pour annoncer les grandes mesures, l'élection américaine. Alors voilà, je vais dire, la date du 5 novembre peut être aussi un horizon important pour Tout à fait. Les planificateurs chinois de ce point de vue-là. Tout à fait, même si je pense que, même si c'est Trump qui est élu, les tarifs ne seront probablement que de l'esbrouf. Il suffit de changer votre destination d'exportation. Oui, on l'avait vu. Mais voilà, je pense qu'ils vont attendre de voir effectivement la direction que prennent les États-Unis à partir du 5 novembre pour faire leurs annonces. D'accord. Donc j'attends encore quelque chose. Quand même. Ok.
Mais la vue n'est pas encore définitive et clarifiée totalement sur ce que pèsera la Chine dans le jeu global macro des marchés en 2025. Absolument pas. Et la clé, ça va être à quel point ça va augmenter la demande de pétrole. Ouais. Voilà. Geoffroy, sur la Chine, les effets d'entraînement, et puis on peut gentiment dériver sur l'enjeu américain de l'élection présidentielle, bien sûr. La Chine, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai que sur les mesures, c'est assez intéressant de suivre au jour le jour les mesures qui peuvent être annoncées. Tout n'a pas été annoncé. Il peut y avoir encore des annonces à venir dans les prochaines semaines. Si on regarde dans le fond, il y a eu aussi des baisses de salaire. Donc ça, c'est assez important pour le consommateur chinois. Alors, il y a des micro-aides, comme ça a été dit. Et puis aussi, c'est vrai que côté Chine, c'est vrai qu'on s'attend toujours à ce que finalement, ils arrivent à atteindre leur croissance de 5% affichée, quelle que soit la manière d'y arriver. On pense qu'ils peuvent atteindre un niveau assez proche, en tout cas, de ces 5% cette année. Après, l'année prochaine, ça sera encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on a cette Chine-là qui est un peu entre deux. Et si on regarde au niveau des marchés actions chinois, on constate qu'il y a quand même un fléchage des investissements, et notamment de l'épargne des ménages, vers les actions, peut-être au détriment de l'immobilier. Et ça soutient les marchés boursiers chinois. On peut s'endetter pour aller acheter des actions, quoi. Enfin, il y a des mécanismes d'apport de donc liquidité pour aller acheter des actions. Alors c'est très dur d'avoir une vision très, très positive sur les marchés actions chinois parce qu'il y a une volatilité qui est énorme. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on a cette dynamique qui est là. Je ne vais pas revenir sur les mouvements qu'on a connus ces derniers jours. Mais c'est vrai qu'on a cette dynamique qui est là, qui peut se poursuivre. Mais c'est vrai que structurellement, c'est assez dur d'avoir une visibilité sur cette économie-là. Et comme ça a été dit, c'est vrai qu'il y a un lien qui est important avec les États-Unis et notamment avec le résultat des élections américaines, donc le 4 novembre. Ça a été souligné tout à l'heure. Le 5, je crois, normalement. Le 5. Non, c'est le 5. Je dis pas de bêtises. Oui, mais peut-être qu'on ne les aura pas le 5, justement. Voilà, peut-être qu'on n'aura pas le 5, peut-être qu'il y aura débat. Ils votent déjà, ça a déjà commencé le vote. Peut-être qu'il y aura débat sur le vainqueur au lendemain de l'élection, parce que c'est assez rapide de dire qu'il y a, on peut avoir des présomptions de corruption dans un État ou un autre, un swing state, comme on les appelle, et ça peut créer du délai pour avoir un résultat officiel. Alors on espère que ça ne prendra pas 3 mois ou 6 mois, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce scénario où il y a une incertitude, et ce scénario n'est pas nul. Et ça serait gênant pour le marché, ça? Alors ça peut être gênant pour le marché, puisque le marché souhaite bien évidemment avoir le plus de visibilité possible. Et c'est vrai que dans un contexte géopolitique un peu tendu, que ce soit côté Chine, Moyen-Orient ou Ukraine, c'est vrai que ça peut créer un peu de tension sur cette période d'incertitude côté élection américaine. Et pour la Chine, du coup, alors cette élection américaine, c'est... Alors pour la Chine et pour les relations géopolitiques, on peut imaginer, encore une fois, on fait des traits, on tire des traits sur la comète, mais que Trump serait plutôt favorable à un environnement géopolitique un peu tendu, puisqu'on sait qu'il a cette capacité à aller discuter avec des leaders mondiaux assez charismatiques et qui seraient capables d'avoir un dialogue peut-être assez ferme. Le deal maker, quoi. Derrière la menace des tarifs, il y a quand même toujours l'idée qu'on peut, avec Trump, faire des deals. Voilà. Avec Kamala Harris, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'incertitude sur le front géopolitique, même si on est plus sur un consensus, une vision européenne des relations internationales. Donc il y a ces deux idées qui s'opposent. Et c'est vrai que ça aura des implications sur les marchés boursiers. Et je voulais revenir un petit peu sur les impacts d'une élection de Trump sur la macroéconomie, puisque c'est vrai qu'on sait que l'économie américaine consomme à 90% des biens made in USA. Donc il y a simplement 10% des biens qui sont importés de la Chine et d'autres pays. Et que si on voulait faire un petit exercice mathématique sur un coin de table, on voit que sur ces 10%, donc il y aurait, selon Trump, 60% de taxes, donc d'augmentation des tarifs sur la Chine, et 10% pour les autres. Donc si on remet ça sur ces 10%, on arrive à 14% à peu près de hausse des tarifs sur 10%. Sur 10% d'importation. Donc, ça nous fait 1,4% d'inflation en plus aux États-Unis. Toute chose égale par ailleurs, on sait bien qu'il y aura des répercussions au niveau des marges des entreprises, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt un scénario inflationniste. Ouais. D'accord avec l'idée que Trump est inflationniste, Patrick? J'ai pas entendu un économiste me dire l'inverse jusqu'à présent. Mais oui, c'est contrairement à ce qu'il prétend. Effectivement, la hausse des tarifs, elle est plutôt payée par le consommateur final. Et sachant que quand on regarde justement les importations, ce qu'on voit en ce moment, le dynamisme des importations pré-élection, les biens de consommation et les biens d'équipement.
Donc, je veux dire, là, il y a une stratégie de stocker effectivement là pour des entreprises avant l'élection du 5 novembre. C'est pas impossible dans un contexte effectivement qui est difficile. On l'a vu que les entreprises se plaignent du manque de visibilité donc à l'international. Donc peut-être il y a cela, mais ça veut dire que le consommateur en prendra, je dirais, un plein les hausses de tarifs, même si on prétend que ça va générer de la croissance. Il y a des études d'ailleurs qui ont été faites par plusieurs banques centrales et le FMI et la Banque mondiale qui montrent que la période 2016-2019 a été une période dans laquelle on a détruit des emplois, dans laquelle on a augmenté l'inflation, et donc en fait la hausse des tarifs n'est pas générateur, au total, n'est pas générateur de croissance. Alors, ça a été même stagflationniste, quoi. On n'a pas eu de croissance, exactement. On a détruit des emplois et on a eu des prix plus élevés. On augmente les coûts. Alors après, c'est tout le jeu, je dirais, des lobbying, c'est-à-dire que je me souviens dans la période 2016-2019, on regardait la liste des biens en provenance de Chine et on s'apercevait au stupeur que c'était pas en fait les biens les plus importants qui étaient sur la liste qui étaient concernés, parce que derrière il y avait eu une négociation, chacune des branches allant à la Maison Blanche en disant non, pas moi, mais effectivement quelque chose d'autre. Donc effectivement, là, il y avait eu une absorption dans les marges et on n'avait pas vu, malgré des hausses de tarifs, on n'avait pas eu beaucoup d'impact au niveau de l'inflation. Là, effectivement, vu les montants mentionnés, ça risque d'être un peu plus significatif. Mais je dirais, ce qu'il faut retenir de Trump, et c'est Trump a une volonté de dézinguer l'économie mondiale. Alors, j'utilise un terme trivial qui est de dire, en fait, de déconstruire, en termes plus littéraires, de déconstruire, je dirais, une certaine internationalisation, une certaine globalisation. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il faut négocier, et négocier avec moi. Moi, je suis les États-Unis. Et si vous voulez participer au club américain, puisque là, on est dans une thèse isolationniste, eh bien, il faudra payer. C'est des fameux 2% pour l'OTAN. Ça se trouve, les 2% vont augmenter, puisque le club de l'OTAN a augmenté. Et de toute façon, on avait même vu que le jeu en faveur des États-Unis, et si on est allié des États-Unis, eh bien, on n'est pas sûr que le parapluie ou, je dirais, la bonne volonté ou la main américaine, en termes de technologie, etc., continuera à s'exercer. Ouais. C'est intéressant parce qu'il a repris, il est vraiment obnubilé par les Mercedes sur la 5e avenue. Donc il parlait la semaine dernière à l'Economic Forum de Chicago, je crois que c'était retransmis sur Bloomberg. Il revient sur Angela Merkel, les Mercedes, etc. Et même le fait que Mercedes ou Benz aient des usines aux États-Unis, lui, il considère que c'est pas suffisant. Il dit c'est des usines d'assemblage. Ils font tout fabriquer en Europe de l'Est, etc. Et ils viennent juste assembler chez nous. Ça ne suffit plus. C'est plus le Trump de 2016. C'est encore une version, j'allais dire, encore plus jusqu'au-boutiste de Trump de ce point de vue-là, quoi. La barre plus haut, puisque tout le monde a bien identifié que les exportations chinoises passaient d'abord par le Vietnam et le Mexique avant d'arriver donc aux États-Unis. Et donc là, ça veut dire que tous les traités commerciaux, en fait, c'est ça, ce côté dézingué. Tous les traités commerciaux et tous les engagements internationaux, y compris les États-Unis, sont susceptibles d'être revus à l'aune, en fait, du jugement de M. Trump. Bon, l'accord de libre-échange Nord-Amérique, Canada, États-Unis, Mexique, on verra effectivement s'il parle du Mexique en disant les voitures qui arrivent du Mexique fabriquées par les Chinois, ce sera 10, 20, 200, 2000% de tarifs s'il faut, quoi. Mais il n'y en aura pas une. La nouvelle présidente mexicaine s'est déjà préparée. Oui, qui vient d'arriver, effectivement, depuis quelques mois à peine. L'effet Trump sur les marchés, est-ce que ça peut être les mêmes effets que ceux de 2016 ? Sachant que depuis 2016, on a vécu une vague inflationniste, que les prix ont monté de 20%, etc. Est-ce qu'il peut utiliser les mêmes recettes avec un soutien du marché comme il l'a eu en 2016, ou est-ce que là, le jeu s'annonce plus risqué, selon vous, Alexandre ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là aussi. On a l'impression que le marché se prépare quand même à Trump, disons une semaine sur deux. Mais ça a l'air quand même de lui plaire. Ça a l'air de lui plaire. Donc je pense que le marché se concentre quand même sur une potentielle baisse de taxes à nouveau. Et c'est ça, en fait, qui va déterminer si c'est re-2016. D'où les taux qui remontent, le dollar qui sourit, etc., etc. Absolument. Et donc là, pour l'instant, c'est très difficile en fait de commenter ce que va faire Donald Trump parce que il n'a pas dit grand-chose, puisqu'il nous dit, on n'est même pas sûr qu'il va le faire. Donc typiquement en 2016, il s'était quand même beaucoup attaché à l'immigration illégale, etc. Il n'a résolu aucun problème là-dessus. Il a cassé la volonté de ceux qui voulaient arriver, mais il n'a pas du tout raccompagné qui que ce soit à la frontière. Donc c'est assez difficile de se prononcer là-dessus, mais par contre, je pense que le baromètre, au même titre que pour Kamala, ce sera est-ce qu'elle augmente les taxes ou pas, ça va être de voir
s'ils vont jusqu'au bout sur leur vision sur l'impôt sur les sociétés. Et pour ça, il va falloir attendre aussi Sénat et Chambre pour voir si c'est une vague républicaine. Et en fait, pour moi, c'est là que ça va se jouer. Si on a une vague républicaine, on peut repartir sur un 2016, au moins au début. Si on ne l'a pas, ça va être plus difficile de passer des mesures. On sait que Trump peut utiliser des décrets, mais globalement, je pense que ça va être beaucoup plus statique. Au moins sur les premiers mois. Un Trump inflationniste en 2024, après la vague d'inflation qu'on a eue, ça peut être encore positif marché, parce qu'en 2016, on était plutôt, on sortait à peine de l'idée de la stagnation séculaire, en se disant, oh là là, on veut plus jamais voir ça. Et Trump, j'allais dire, était là au bon endroit, au bon moment, pour mettre un peu d'inflation dans le système. Là, de l'inflation, en l'occurrence, on en a eu. Les Américains, ils en ont eu. Le problème va être sur les taux, effectivement. Ouais. Sur les taux, et même pas que sur le sujet de l'inflation, sur le sujet de la confiance dans le dollar, en fait. Donc là, on peut avoir un risque, effectivement, de montée abrupte sur les taux du fait de la politique de Trump. Et donc là, une défiance vis-à-vis du marché américain. Et là, on peut avoir un à-coup sur le marché action. Mais sinon, l'inflation, tant qu'il ne la relance pas trop et qu'elle reste dans ces zones-là, elle est plutôt bonne pour les publications de résultats qui vont suivre. Donc sur les actions, ça peut avoir un effet légèrement positif. À 4,15, là, sur le 10 ans américain, c'est le signe que le marché prend en considération une idée Trump au soir du 5 novembre, ou dans les heures ou les jours qui suivront. Geoffroy ? Oui, je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit. Je pense que le marché aujourd'hui se focalise un peu plus sur une victoire de Trump. Bon, ça reste, c'est pas non plus le scénario 90% de probabilité, mais en tout cas, c'est intégré en partie dans les cours des marchés actions, mais dans les cours aussi des niveaux de taux, avec toujours une croissance qui est robuste et un marché de l'emploi qui se tient toujours. Donc c'est vrai qu'on a ce phénomène de pontification qu'on connaît depuis 4-5 mois, alors qui marque un tout petit temps d'arrêt, mais c'est vrai que si on est dans cette configuration où la croissance se tient et on peut avoir un petit effet positif, on va dire, à l'issue de l'élection, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump d'ailleurs, on peut avoir un effet positif, puisque souvent au lendemain des élections, on repart sur quelque chose d'un peu plus visible, lisible, et on sait que quel que soit le candidat qui sera élu, il y a une politique expansionniste, que ce soit, même si le budget, on sait que ça dérape aussi, on ne parle pas de la France ici, mais aux États-Unis, on voit que la dette et le budget sont quand même pas très alignés avec la conception, on va dire, de la théorie économique d'une bonne économie. Aujourd'hui, il y aurait quand même cette volonté affichée de développer, on va dire, la croissance américaine. Et au lendemain de l'élection, on peut s'attendre en fait à une reprise des marchés boursiers américains également. Oui. Ouais. Les États-Unis peuvent vraiment se permettre ça. Que ce soit Trump ou Harris, j'ai l'impression que la vanne budgétaire, elle va rester ouverte d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a un petit rendez-vous. Oui. Il y a un petit rendez-vous un peu difficile. Régulier d'ailleurs. C'est régulier. Ça s'appelle le mois de janvier. Le plafond de la dette. Effectivement, le plafond de la dette. Mais grosso modo, tout le monde va être d'accord, quel que soit l'état des chambres et l'état de l'élection, et quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, pour prolonger à peu près au mois de juin. Et alors après, ce sera la petite mécanique du Trésor américain de trouver les fonds. Donc là, les fonds vont remonter en fin d'année avec la perception des impôts. Puis après, on va dépenser gentiment ce que l'on a pour arriver au mois de juin avec quasiment plus rien dans les caisses. Et là, attention, effectivement, au risque, c'est-à-dire quel est le programme d'émission. Est-ce qu'on émet sur le court, est-ce qu'on émet sur le long? Et c'est peut-être cela qui est en train, effectivement, d'être mis dans les cours obligataires, sachant que tout le monde est bien d'accord aux États-Unis. La rigueur, c'est un gros mot. Et je dirais l'espace budgétaire, il est là, effectivement, pour être distribué. Donc 6-7% de déficit et une dette qui va filer. L'organisme indépendant, le CBO, avait lancé au mois de mars de cette année des études pluriannuelles jusqu'en 2030, plutôt inquiétantes. Mais grosso modo, il n'y a pas eu un mot, en fait, dans toute la campagne électorale, si ce n'est de dire que la croissance sera là. Et donc, on réduit en dynamique le déficit. Tant que l'inflation le permet, est-ce que c'est aussi un objectif secondaire pour la Réserve fédérale américaine d'assurer ce coût de financement de l'État fédéral américain? Il y a la baisse des taux, il y a également toute la politique de bilan de la Fed qui peut continuer d'évoluer. Encore une fois, je le dis, tant que l'inflation le permet, est-ce que c'est quelque chose que la Fed peut participer à accommoder, effectivement, d'une certaine manière? Aujourd'hui, oui, la politique monétaire de la Fed est un facilitateur, en quelque sorte, et laisse de la place à la politique budgétaire. On ne parlera pas
même si ça fait partie du programme de M. Trump, de remettre en cause l'indépendance de la Fed. Mais aujourd'hui, effectivement, les deux stratégies convergent. Donc on peut dépenser plus parce que derrière, on a les des deux taux stratégies convergent. Les deux stratégies convergent. Derrière, on a des taux courts qui vont continuer à baisser. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a une fenêtre à peu près de 6 mois. Et si l'inflation ne le permettait plus, on n'a pas de doute sur le fait que la Fed agirait selon son mandat face à l'inflation. Après, ça va être difficile et c'est là où effectivement M. Trump dit j'aimerais bien avoir une ligne avec M. Powell pour lui donner mon sentiment. Pour l'aider à jeter la pièce en l'air, comme il dit, c'est ça? C'est le job le plus facile du monde. Ou continuer à les baisser, même si effectivement il y a la relance. Et c'est là où effectivement les phénomènes de prime de risque, prime sur l'inflation, mais aussi prime de risque sur les États-Unis et risque effectivement de débasement en quelque sorte du dollar américain pourrait apparaître si on pousse effectivement les feux un petit peu trop loin. Mais c'est un processus, c'est une séquence. Je veux dire, on ne va pas voir ça au lendemain du résultat de l'élection présidentielle sur les marchés obligataires. Exactement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, Trump est un pragmatique. Il va faire passer, je veux dire, quand on regarde les programmes des deux candidats d'ailleurs, ça paraît en fait comme des propositions. Ils ne vont pas le faire ligne à ligne et ils vont mettre en place ou choisir ce qui est possible de faire politiquement et ce que les marchés aussi acceptent. On a vu bien entendu les marchés peuvent ne pas accepter. C'est le fameux Liz Truss. Le Truss moment, oui c'est ça, l'effet Truss. L'effet de la laitue. Oui, effectivement, rappelé régulièrement par les autorités compétentes. Le CBO, le patron du CBO, a rappelé effectivement le risque d'un moment Truss aux États-Unis, dans le cas d'une victoire de Donald Trump en l'occurrence. En matière d'investissement, on n'a pas dit grand-chose pour l'instant des résultats microéconomiques. Alexandre, je ne sais pas quel est le premier commentaire là, que vous faites. On a quelques jours de publication derrière nous. Il y a déjà eu des grands noms. On s'est attardé ici sur les alertes des méga-caps européennes, ASML et LVMH. Est-ce qu'on voit un peu au-delà de ça? Est-ce que c'est une saison de publication qui est encore un facteur de soutien, j'ai envie de dire, là aussi pour les actifs risqués? Ou est-ce qu'il faut être un peu plus méfiant à ce stade? On est un peu plus inquiet que sur les trimestres précédents, notamment en Europe. On a eu quelques avertissements, quelques gros avertissements qui ont été sanctionnés par le marché comme il fallait. Surtout les attentes 2025 nous paraissent assez ambitieuses, que ce soit en termes de croissance ou de marge. On pense que là, les marges sont arrivées à un niveau, même aux États-Unis, où elles peuvent quand même commencer à se compresser un petit peu. Donc là-dessus, d'un point de vue bottom-up, on est un peu plus inquiet que sur le top-down dont on a parlé depuis le début de l'émission. Il va falloir voir surtout les perspectives. On sait que pas mal d'entreprises, pas mal de secteurs voient flou pour 2025. Voilà, on va rester finalement investi sur l'effort, entre guillemets, et pas tenter d'être contrariant sur les faibles. Exemple l'auto, par exemple. Voilà. Donc oui, on est. Mais même dans chaque secteur, je trouve, on a des secteurs forts, des secteurs faibles, mais même dans chaque secteur, on a ces phénomènes de polarisation qui sont incroyables. Hermès fera mieux que Kering en termes de résultats opérationnels, il n'y a pas de doute. Adidas aujourd'hui fait mieux que Nike, c'était peut-être différent il y a quelques années. Unilever fait mieux que Nestlé aujourd'hui. Enfin, à chaque fois, dans chaque secteur, je trouve des exemples de poids lourds, mastodontes, concurrents face à face. L'un qui va vraiment pas bien, qui a moins 30, et l'autre qui va bien et qui peut faire du plus 30 boursièrement parlant sur l'année. Alors ça, dans une maison de stock picker, c'est super. D'accord. On l'attendait, on en parle depuis le début de l'année, donc il y a effectivement du stock picking, y compris sur les larges et sur les méga caps. Donc ça, c'est très bien. Après, effectivement, il y a des histoires spécifiques, donc Hermès Kering, Hermès gère son stock, Kering pas du tout, Adidas Nike, Adidas innove, Nike très peu. Donc voilà, et ça se ressent sur le marché, ça se ressent dans les résultats. Donc ça, après, c'est à nous de faire le travail là-dessus. Et effectivement, il y a une dispersion de plus en plus grande sur certaines valeurs secteur. Même dans l'auto, on peut trouver des choses qu'on préfère par rapport à d'autres. Je ne vais pas les citer. Mais... Si on met Ferrari dans le secteur automobile. Mais par exemple, on peut en parler. Donc voilà, on a beaucoup de différences et ça aide aussi à faire de la surperformance. C'est-à-dire qu'on s'est quand même plaint pendant des mois, voire des années sur ce plateau que finalement, c'était les plus grosses capitalisations qui fonctionnaient et qui tiraient les indices vers le haut. Là, c'est un petit peu moins le cas. C'est le phénomène de broadening. Donc bon, c'est un peu mieux. Et c'est sain du point de vue de marché. C'est plus sain. C'est plus sain du point de vue de marché. Geoffroy, qu'est-ce qui vous intéresse là dans les marchés globaux aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est encore à l'aise avec la prise de risque, par exemple, en matière d'investissement?
C'est vrai que là aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on vient de se dire, il y a eu un beau parcours qui a été fait depuis le début de l'année sur les marchés boursiers, que ce soit US ou Europe. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'aujourd'hui, vu qu'il y a la saison des résultats des publications qui commence, il faut être un peu prudent. On n'attend pas forcément de très bonnes nouvelles. Ce qu'il faut, c'est redonner un peu de visibilité, voir s'il ne faut pas remettre un petit peu plus à la baisse les prévisions de bénéfices pour 2025, comme ça a été dit. Donc c'est vrai qu'un peu de prudence à ce niveau-là. Maintenant, on parlait du rallye sur les marchés actions depuis 2 ans, ou le fameux bull market depuis 2 ans, 3 ans. On l'a dit, d'un point de vue macro, ça peut tenir, mais c'est vrai que d'un point de vue micro, il faut être vigilant. C'est plutôt des marchés de stock picker. Donc plutôt un message de neutralité. Ça ne veut pas dire que le rallye ne peut pas continuer, mais plutôt un message de neutralité sur les marchés actions en général. Moins agressif, quoi. Oui. Un peu moins agressif et attendre d'avoir cette séquence de résultats, d'élections américaines aussi, pour avoir un peu plus de visibilité et toujours essayer de profiter des baisses de marché pour se repositionner. C'est vrai, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu très peu de respiration finalement dans ces marchés actions et à chaque fois, forcément, c'est pas toujours évident d'attraper le mouvement. Il y en avait une cet été, le 5 août, il fallait être là. Quoi. Voilà, le 5 août c'est allé vite derrière le en plus. Le trade sur le yen. Et c'est vrai qu'il faut être là quand les marchés baissent, parce qu'à chaque fois, il y a des acheteurs qui reviennent, il y a des flux positifs qui peuvent revenir et qui soutiennent le marché. Et puis si on regarde les obligations aussi, parce qu'on n'a pas trop parlé, c'est vrai que les obligations ont fait un beau parcours cette année. Si on regarde les yield, crédits, IG, on est à peu près à plus de 4% déjà depuis le début de l'année. Et le high yield euro, on est quasiment à 7%. Donc c'est vrai que c'est important de saluer les performances, bien sûr. De peut-être se repositionner, prendre un petit peu de bénéfices aussi sur ce segment-là. Maintenant, le portage est intéressant et comme on l'a dit, il n'y a pas forcément d'alternative qui soit nettement meilleure. Après, le monétaire reste une bonne position d'attente aussi. Oui, mais il sera de moins en moins. Voilà, le monétaire le sera de moins en moins aussi, avec la baisse des taux de la BCE. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, avoir un portefeuille bien équilibré, c'est important. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Geoffroy Lenoir, Ophi Invest Asset Management, Patrice Gautry, l'Union bancaire privée et Alexandre Taïeb, Sycomore Asset Management.